Je vous propose de refaire un tour à l'aune des interventions des uns et des autres. Je crois que la notion de la stratégie, du projet avec ou sans stratégie, je pense que c'est le déplacement du regard. On ne va pas creuser ce point-là, ça nous prendrait des heures, mais chacun regarde la stratégie à l'aune de ce qu'il estimait de son combat. Je crois que simplement le combat là serait à repréciser. Je vais donner quand même un élément important, c'est que ces projets s'adressent à des programmes qui sont des programmes privés. Pour que le système soit légal, il n'y a pas d'investissement public à l'intérieur des projets. Ce qui veut dire que par rapport à un système concurrentiel de choix, on n'est pas entre savoir où on met le gymnase, le collège, ou tout ce qui relève de l'équipement public, qui lui est fortement fait partie réellement des projets des maires. Là, on est quand même, on essaie, en fait, on fait du programme banal d'une manière pas banale. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est ce qui va nous occuper maintenant, parce que là, je vais donner 2-3 autres éléments qui me paraissent importants. Le monde a changé. La métropole aujourd'hui, bien sûr, c'est 131 communes, mais c'est 360 millions de mètres carrés qui existent. Tout ce que l'on produit est très peu par rapport à ce qu'on a. Et notre stock, il est celui qui va nous permettre l'habitation. Donc on parle de recyclage, on parle de l'habitation, on parle de nouveaux équilibres, on parle des circuits courts, on parle de la révélation. Je vous invite quand même à parcourir les textes de la consultation du Grand Paris 2008, où les architectes, donc j'appelle ça la IGP 1, mais c'est en fait vraiment la consultation 2008. Je trouve que là-dessus, on a édité un document qui s'appelle une petite synthèse, qui n'est pas génial, mais qui est le seul qui existe, qui fait moins de 5000 pages, parce que vraiment vous prenez la totalité, et je souhaite, mais je crois qu'il est important, puisqu'on s'adresse à des étudiants, quand on débat dans des étudiants, de bien regarder ça. C'est pas que c'est moins bien ou mieux qu'avant, c'est juste différent. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les réinventer ou les inventer, ils marchent aussi. Et deuxième et dernier point, et on aura l'occasion d'en reconverser, vous parlez tous de la limite, et je pense qu'il y a un truc essentiel, c'est pas les limites, comme disait Jean-Yves Le Bouillonnec, l'État, les limites, c'est nos limites. Aujourd'hui, c'est nos limites. Et ça, c'est quelque chose, excusez-moi, c'est peut-être jouer sur les mots, mais c'est très important. C'est-à-dire que même nous, agents d'urbanisme, notre légitimité, elle passe pas par le fait qu'on va essayer de mettre le document le plus efficace, avec le discours le plus fort, etc. Elle va passer par notre capacité à mettre du dialogue, à écouter, à révéler, à partager. Et ça, c'est tout nouveau dans le système de l'urbanisme. On n'est pas du tout dans les mêmes choses qu'avant. Et si je vous prends un exemple sur le PLU, moi j'ai dit, on va passer du PLU au PLUC. C'est-à-dire, on a des PLU, c'est des outils qui marchent plutôt bien, c'est comme des AC, c'est des outils qui marchent plutôt bien. Mais demain, il faudra qu'on soit carbone-climat en plus. Donc on a une boîte à outils à inventer avec des crayons de couleur qui est différente, qui est plus légère, qui n'est pas forcément dans le même cadre réglementaire. Je veux dire, voilà, et ça, il faut qu'on comprenne tout ça. La chère Catherine pourrait parler de la loi SRU. Aujourd'hui, les PLU, aujourd'hui dans la métropole, on produit le logement attendu. Il n'y a pas de sujet sur ce plan-là. Et vous savez pourquoi ? Parce que les PLU ont bénéficié de la loi SRU en 2000, de la loi Allure et des grenellisations. Donc il y a quand même vous parlez de ce qui est important, il y a des choses structurantes qui relèvent du législateur, la loi SRU en est un. Et si vous voulez vraiment comprendre cette histoire de l'urbanisme, et je crois que vous parliez de la rupture incroyable de 83, de la décentralisation, la Pure a mis en ligne 50 ans d'histoire, qui sont les travaux qu'il a menés depuis sa création. Donc c'est assez simple, c'est assez facile, et là vous avez une façon de regarder, je dirais, les évolutions. Et on a aussi fait une conférence, et je vous invite à regarder les vidéos des experts, puisque nous avons, à l'occasion de nos 50 ans, travaillé sur 100 ans. Et donc on a fait 1967, 2017, 2067. Et on a fait intervenir 10 experts de rang mondial sur ces sujets-là, avec une partie où on disait comment était le monde en 67, comment est-il aujourd'hui et où va-t-il aller. Et on a fait la même chose sur Paris. C'est très intéressant. Les migrants. C'était qui en 67? On avait des bidonvilles de 15 000 personnes. 15 000 personnes. Plusieurs. En 2017, on a des problèmes, mais le nombre, il a juste chuté. Mais on sait qu'en 2067, on en aura beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, et c'est extrêmement intéressant de travailler sur ce que vous faites en ayant ces perspectives en tête, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans ou 30 ans. On n'avait pas ce recul. Et on n'avait pas les outils pour en plus jouer avec. Voilà. Donc c'est pour ça que les notions stratégiques, elles sont essentielles. Mais elles ne sont pas exactement dans les mêmes créneaux. Et d'ailleurs, vous l'avez fait, puisque vous avez pris vous-même des indicateurs pour essayer de définir des matrices, qui nous ont beaucoup intéressés.
Parce qu'évidemment, ça montre des choses qu'on n'avait pas regardées. Mais on ne le prend pas comme étant quelque chose qui va faire des petits. On le prend comme étant quelque chose qui est une couche de plus de la connaissance. Qui n'est pas tout à fait la... Enfin, en fait, qui décale un peu le regard. Excusez-moi. Vous avez déjà presque ma temps. Oui, désolé. Je trouve vraiment très très intéressant que vous ayez redit ces choses-là, y compris devant les étudiants, parce que moi je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'il y a encore une fonction politique, sociale et urbaine de la planification, que celle-ci a déjà beaucoup évolué, qu'il y a encore des marges de manœuvre et que les différentes démarches dont on parle sont complémentaires de la planification et elles sont en effet souvent articulées. Donc il y a pour moi un véritable avenir dans les démarches de planification territoriale pour peu qu'elles prennent en compte en effet un certain nombre de nouveaux enjeux. Sur la question de la stratégie, je ne réagis pas. Je pense que Daniel Béard aura envie de poser des questions tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé l'idée de finalement chacun son combat. Et c'est sur ça que je vais réagir pour passer la parole à Valérie sur cette question, parce que finalement, quand on va dans les métropoles de région, faut dire ça maintenant, c'est politiquement correct, on lit qu'il y a un combat métropolitain. Je le dis parce que je viens de faire un compte-rendu d'un petit livre qui s'appelle Sociologie de l'île, où les auteurs justement dénoncent cette idée-là, en disant les élus sont obsédés par la cause métropolitaine, le combat métropolitain, etc. Alors quand on est à Paris, évidemment c'est un peu différent. On est presque la seule grande métropole mondiale, en tout cas, avec autant de fonctions. Donc quand on est MGP, c'est quoi la cause métropolitaine qu'on défend? C'est quoi le combat? Peut-être qu'il n'y en a pas, encore une fois. C'est un élément en plus que j'ajoute donc aux réactions que j'ai faites. Et encore une fois, vous choisissez les points sur lesquels vous voulez répondre. Mais moi, ça m'interpelle parce que ce vocabulaire-là, très guerrier, c'est le vocabulaire des villes à potentiel métropolitain qui se mettent en ordre de bataille précisément pour gagner en attractivité, compétitivité, etc. À Paris, finalement, c'est de fait. Bon, mais est-ce que ça dispense par ailleurs les acteurs de prendre en compte cette dimension, au-delà de la façon dont vous l'avez évoqué? Voilà, ça m'interpelle. Merci. Alors, je veux revenir quand même sur la question, pas de stratégie dans le projet. Ce qui s'est passé, et je l'ai dit, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on est allé comme ça le nez au vent. Néanmoins, je rappelle qu'il s'agit d'un appel à projet qui est extrêmement structuré, il y a un règlement de la consultation, il y a des conditions particulières de site. Donc cette stratégie, déjà, c'était une stratégie de lisibilité et de crédibilité de la démarche. Donc ça, c'est déjà suffisamment important pour... Et c'est pour ça, très sincèrement, même si Jean-Yves l'a parfaitement expliqué, il y avait déjà des projets qui étaient en gestation, on a senti l'effet de levier, et justement, grâce à ce projet qui était parfaitement construit et bâti, qui n'a pas ignoré, alors par contre j'ai un petit peu de mal à entendre négociations sur les sites, etc. Pour avoir participé de la même façon que Catherine au comité d'organisation qui a choisi, il n'y a pas eu de négociation sur les sites. Les sites répondaient à une certaine typologie, voilà, répondaient ou pas à une certaine typologie. Le premier c'était maîtrise du foncier, point barre, donc là ceux qui étaient en maîtrise. Après, voilà, donc ça c'était déjà une première chose. Et puis, dans les conditions particulières de site, il y avait la volonté aussi de certains de donner carte blanche au groupement. Et c'est ça qui a eu cet effet catalyseur. Donc, négociation, sincèrement, c'est pas un mot que j'entends. Opposition, peut-être, mais pas négociation. Voilà, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut vraiment mettre les choses au clair. Et puis, cette stratégie, je suis désolée, on est dans un processus itératif. Alors moi, je veux bien qu'on catégorise, etc., on s'est posé la question du projet. Qu'est-ce qu'un projet métropolitain pour répondre? Évidemment, on est dans la métropole la plus dense d'Europe, rien à voir avec les métropoles régionales. Et puis ça aussi, c'est un travers français. Dès qu'il y a une métropole quelque part, et hop, il y en a 15 qui suivent derrière. Non, il y a des préoccupations qui ne sont pas les mêmes sur l'ère métropolitaine telle qu'on la connaît ici. Donc les préoccupations, elles sont celles de l'organisation des mobilités, elles sont celles des flux migratoires. On en a parlé, ça c'est une question
qu'il va falloir traiter dans ce projet métropolitain, dans cette première étape pour façonner un paysage métropolitain qui donne la possibilité de... Bon, ça fait beaucoup de points d'interrogation, mais je pense que c'est véritablement une ouverture d'esprit. C'est un nouveau logiciel qui se met en place. Alors c'est difficile, effectivement, quand on est dans cette démarche, d'analyser, mais on est tous acteurs quelque part. On a le droit de se poser des questions de prospective, mais on est tous les pieds sur terre et les mains dans le cambouis, ça je peux vous dire, au niveau de la métropole du Grand Paris. C'est ainsi que l'on fonctionne, et on sait qu'on a en face des métropolitains, avec des difficultés, avec des souhaits, et c'est vrai, Dominique l'a dit, on ne fait plus pareil. Ben, c'est ça peut-être la question. La question qui heurte, c'est toujours celle de l'accompagnement au changement. Voilà, avant on faisait comme ça, aujourd'hui on fait différemment. Cette articulation, elle pose problème à tout le monde, à ceux qui la vivent de l'intérieur, à ceux qui la vivent de l'extérieur. Alors on est dans un état de droit qui est encadré par des règles, et bien justement, essayons, et là c'est aussi, je dirais, un des effets leviers extraordinaires de ce projet, non pas aller au-delà du droit, mais essayons de se dire, cette constance qui peut protéger, etc., est-ce qu'elle n'est pas aussi une contrainte que l'on peut essayer de lever pour répondre à des questions qui n'existaient pas quand tel ou tel texte a été écrit. Donc je crois qu'on est là dans un repositionnement qui est particulièrement intéressant, et cette stratégie, elle répond à des questions qui n'existaient pas peut-être lorsque les lois de décentralisation n'étaient pas là. Donc il y a véritablement un mouvement qui est en train de se mettre en place, et je pense qu'en tant qu'élu, on a cette responsabilité, Jean-Yves l'a particulièrement bien dit, de se poser comme ça face à nos concitoyens. Et si on a un outil tel qu'Inventons la métropole pour avancer et se positionner, c'est particulièrement intéressant. Donc stratégie, moyen, long terme, etc. Pour l'instant, on travaille comme ça. On peut mettre en cause des sujets, des projets, mais en tout cas, on y vient. Oui, mais alors, là, j'entends bien ce que vous dites, et c'est pareil, je suis tout à fait prêt à y souscrire, mais finalement, la loi vous a donné aussi la compétence d'élaboration d'un SCOT métropolitain, qui aurait pu être le lieu, la scène de discussion, de mise en mouvement des acteurs autour de la construction d'un projet métropolitain. Il n'est pas anodin que vous ayez fait le choix d'une démarche de type Inventons la métropole, en termes de priorité politique, plutôt que celle de la construction du SCOT. Donc ça résulte de choix politiques et de choix qui sont de contraintes, on pourrait dire, de contraintes. Mais il y a, moi j'estime, vu de l'extérieur, évidemment pour la métropole, en termes de légitimation et de visibilité, je veux dire, Inventons la métropole est beaucoup plus on va dire fructueux et porteur de nouveaux enjeux, de rupture d'innovation, que l'élaboration du SCOT. Moi, ça me paraît un peu assez clair, mais on va donner la parole à Jean-Yves et après. Parce que, ça serait dommage que dans une absence de clarification sur un point très important. Si vous parlez d'une métropole institution, ce n'est pas la même chose que la métropole du Grand Paris. Et moi, j'ai des regrets. Vous savez, je suis coupable d'avoir été acteur de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM. J'ai même été rapporteur de la dernière loi sur le statut de Paris, qui a créé 4 autres métropoles. Coupable, marqué là-dessus. Mais nous n'avons pas visité les questions d'aménagement métropolitain. On a visité des questions institutionnelles, d'organisation de pouvoir, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se préparer sur l'Île-de-France. La décision que prendra le président de la République, elle est institutionnelle. La pire des choses, quand on parle des questions qui vous occupent et qui sont votre intérêt étudiant. Il n'y a qu'une vraie grande métropole, c'est bien entendu la région parisienne. Même Paris-Lyon-Marseille, les 3 grandes métropoles, qui ont d'ailleurs un statut particulier. Lyon, on peut le dire, mais c'était déjà le débat entre le Grand Lyon et le reste du département. Et s'agissant de Marseille, ex-Marseille plutôt, il n'y a pas de métropole ex-Marseille. Nous le savions.
il y a simplement une confrontation, une contradiction d'intérêts entre deux polarités qui n'ont ni le même sens, ni la même vocation, ni la même composante, et qui, bien entendu, se chahutent, et pour le coup, en termes institutionnels. Le vrai problème, c'est que le débat, et je le regretterai toute ma vie, le débat, il se traduit que dans un problème d'institution, donc de pouvoir. Alors qu'il devrait s'exprimer d'abord, et c'est une des expériences que nous avons faites à la Vallée scientifique de la Bièvre, par qu'est-ce que nous sommes. Et au passage, quand des élus de 18 communes, il va nous l'expliquer, se posent la question, il va vous raconter comment on a découvert ce que nous étions. C'est pas d'accord, mais c'est une réalité. Et la difficulté, dans le cas que vous évoquez, vous dites, vous auriez dû commencer par Phanoscope. Ok. Non. Vous avez dit, évidemment, la démarche consiste à poser l'acte du scope. 10 ans. Vous rappelez encore, il ne faut pas qu'on nous arrive ce qui est arrivé au dernier ZRIF, c'est-à-dire rebelote. Ce qui veut dire que quand vous êtes en train de créer la métropole, pour la première fois que vous visitez dans la dimension institutionnelle la plus compliquée, la plus dure, la plus inintéressante pour vous comme pour nous, donc, qui nous intéressons à l'aménagement, etc. Quand vous êtes dans cette situation-là et que vous avez quoi? Eh bien, on a un contre-la-montre. Parce que ce qui va se passer dans quelques semaines, ce qui va être décidé sur le devenir de la métropole, c'est un problème qui était, avant même que la loi ne soit adoptée, que les recours épuisés, posé. Ça veut dire que ce que avaient besoin ceux qui portent ce projet de grande métropole, c'est d'aller plus loin dans la révélation aux élus qu'il y avait un intérêt à rentrer dans ce débat d'une autre manière que le chipotage qui avait été un peu... Vous savez, quand les gens qui ne sont pas en Île-de-France nous regardent les élus, ils sont totalement stupéfaits de l'incapacité de ce territoire à organiser son travail intercommunal. Quand vous êtes avec des Bretons, je peux vous dire qu'ils ont chacun leur tambouille de clocher en clocher, le Léon, l'arbre, tout ça, mais quand ils discutent avec le reste du monde, il n'y a qu'un truc. Et la région Bretagne, par exemple, elle a une capacité d'agir en coordination avec pour ceux qui connaissent cette région, beaucoup plus importante. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, on lui reconnaît la capacité de traduire la problématique, la capacité à rentrer dans les intérêts contradictoires, ce qui n'est pas très évident, ce que nous avons jamais fait, au point que quand on veut généraliser les intercommunalités en France, amendement sénatorial, sauf en Île-de-France. Boum. Voilà, il y a quelqu'un qui a provoqué ça. Quand on rentre ensuite dans l'organisation générale de l'intercommunalité, rebelote, on bloque à nouveau, non, ça ne sera pas en Île-de-France. Ce qui fait que tous les instruments n'ont eu de cesse actuellement que d'empêcher qu'il y ait un passage à l'acte, sauf les aspects ou les démarches informelles. Je vais laisser à François le connaître bien, il y a 2-3 autres territoires qui ont joué le cadre informel, c'est-à-dire qui se sont débarrassés du problème institutionnel en disant comment on fait. Et ces territoires-là sont ceux, je me permets de le dire, qui sont actuellement porteurs les plus importants des stratégies d'aménagement. Est-ce qu'on peut proposer à François, parce que je lui ai dit, je vais tout de suite lui laisser la parole pour entrer un peu là dans la matérialité du territoire de la vallée de la Bièvre, mais moi il me semble qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que vous avez dit et ce que j'ai énoncé. Je vais lever un quiproquo d'emblée. Je pense que le législateur a fait une erreur funeste en attribuant à la métropole la compétence du SCOT. Je pense que le SCOT est un document qui est appelé à disparaître à court ou moyen terme. En Ile-de-France, il y a déjà un SDRIF, il y a des PLUI à l'échelle des territoires. Bon, c'est typiquement pour moi, on est voilà, dans une couche de planification. Il y a une couche de planification en trop. Bon, mais ceci dit, force est de constater que les conditions de naissance de la métropole, ce bricolage institutionnel, et aussi les compétences qui lui ont été attribuées, là aussi qui résultent de choix, font que, de fait, la métropole n'avait absolument aucun intérêt à commencer son travail par l'élaboration du document de planification. Moi, c'est tout ce que je dis. Et qu'elle a sans doute bien fait, de chercher un petit peu d'innovation et aussi de visibilité
concrète de son existence auprès des élus, auprès des maires, à travers une démarche intéressante et innovante. Bon, donc je ne pense pas que ce soit incompatible avec ce que vous nous avez dit. On y reviendra juste après. Je voudrais laisser la parole à François qui attend depuis un certain temps. Merci.